tous, c'est Bismart. On est de retour avec vous pour donc après 2 jours de rediffusion, j'espère qu'ils vous ont intéressé. On va repartir donc sur des débats directement en lien avec l'actualité économique. Oui, parce qu'on a l'impression que, mais d'ailleurs j'ai envie de commencer avec ça, je vais le dire avec un tout petit peu de brutalité, mais tout le monde s'en fout. Mais enfin, il y a quand même des chiffres, notamment sur l'emploi, qui sont des chiffres qui restent totalement invraisemblables, incroyables. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Fondateur de Valumen. Il n'est pas autour de la table, mais il est à Bordeaux. Stéphane Van Nuffel. Salut Stéphane, à distance. Bonjour Stéphane. Et Aziz Seni. Salut Aziz. Tiens, on va parler alors tu es beaucoup d'entrepreneurs, mais on dira un mot de ton quartier d'affaires, là, ça m'intéresse. Et donc, tu nous raconteras ça. Oui. Je lis des trucs, des débats, bon, on ne va pas rentrer dedans, mais des débats surréalistes en ce moment, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. C'est-à-dire les derniers chiffres, donc sur... Alors oui, d'accord, c'est grâce à l'utilisation massive des finances publiques. On pourra en dire un mot, Nicolas, je sais que c'est un sujet pour toi. Mais sur l'emploi, on va peut-être voir, je ne sais pas si on peut voir les courbes qu'a envoyé l'INSEE, là, en début de semaine. Sur les 15-24 ans, le taux d'emploi est le plus élevé depuis 1991. Sur les 50-64 ans, et ça c'est très intéressant dans l'optique de la réforme des retraites, c'est tout simplement le plus haut historique. Donc jamais eu autant d'emplois ni de personnes en emploi en France dans l'histoire. Et ça mord même une partie de ce qu'on appelle le halo du chômage. Personne à temps partiel souhaitant travailler plus, hein, ça c'est un des sujets, eh bien il est à son plus bas niveau depuis 1992. Voilà. Et alors, la question que je me pose, tiens, que je te pose, Nicolas, toi qui es au contact des boîtes en permanence, est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs une forme d'emploi de précaution ? C'est-à-dire, on est tous d'accord que l'activité ralentit, on est tous d'accord que la guerre en Ukraine va sans doute nous amener un choc, donc prenons déjà ce qu'il y a à prendre, et des entrepreneurs qui se disent « Ok, je vais peut-être avoir un petit souci, mais il n'est pas question que je lâche mes gars parce que je ne sais pas si je les retrouverai, vu la pénurie de talent et les batailles de recrutement que je dois mener en ce moment. » Oui, alors... Vas-y. Non, deux éléments. Bon, d'abord, il faut se réjouir des chiffres. Hein. Franchement, on a pendant des années... on avait le chômage de 11, on se souvient du quinquennat de François Hollande qui attendait désespérément la baisse du chômage. Là, on a des signaux extrêmement positifs et dans toutes les catégories, et notamment chez les jeunes, et il faut s'en réjouir. Maintenant, il y a un petit point où je ne suis pas tout à fait d'accord. Je regardais un peu l'analyse. Pour le moment, il n'y a aucune baisse. Hein. Aucune baisse de quoi? Aucune baisse. La demande en matière de recrutement, de management de transition et d'activité aujourd'hui, ça continue d'accélérer. Ouais, mais... Et je suis impressionné dans tous les secteurs d'activité. Alors, il va sans doute y avoir quelques répercussions. Tu vois, Nicolas, je me souviens... Aujourd'hui, je me souviens d'un bouquin écrit par un entrepreneur assez sympa. C'était aux alentours de 2008. Le bouquin s'appelait « Ma petite entreprise a connu la crise ». Et la couverture, tu avais un gars dans sa boîte et puis tu avais une vague qui montait. Ouais. Et le gars dans sa boîte, il voyait pas la vague. Bon, je le dis pour ça, c'est le bouquin de Nicolas. Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Le tsunami. Alors, ce sera pas un tsunami, mais non. La vague, tu vas te la prendre. Alors, la vague, on va se la prendre. Là, il ne faut pas que les chefs d'entreprise aient la moindre illusion là-dessus. Mais ils seront les derniers à la voir. C'est toujours comme ça, hein, c'est normal. Hein. Oui, tu as raison, mais moi, ce qui me frappe aujourd'hui quand même, il y a quand même quelque chose qui change là, c'est qu'on est en train de vivre des transformations organisationnelles au niveau des métiers extrêmement importantes. C'est vrai. Et les grands projets, je le vois notamment sur la partie IT digitale, sur les sujets de cybersécurité aujourd'hui, sur les changements d'organisation du mode du travail, même si aujourd'hui il y a un ralentissement, ces investissements qui ont débuté, ils ne vont pas pouvoir les arrêter tout de suite. Parce que c'est tout simplement vital, c'est structurel, et c'est ce qui est d'ailleurs extrêmement optimiste. C'est-à-dire que je pense que la tendance, on va avoir effectivement quelques entreprises qui vont souffrir, et on commence à en percevoir notamment dans le BTP, hein, je le vois en ce moment, il y a un vrai problème d'approvisionnement, de matières premières, et donc ça va jouer forcément un peu sur l'activité. Et donc de free cash flow, quoi, et donc de BFR, quoi. Voilà, mais le côté très positif, c'est que je pense que la tendance sur, on va dire 2030, là, sur les 7-8 ans qui viennent, la tendance, c'est qu'on va aller vers un marché du plein emploi avec une vraie transformation de nos sociétés, une vraie transformation des métiers. Et ça, par contre, c'est très excitant. Stéphane, à Bordeaux ?
Moi, je suis assez d'accord avec Nicolas. Alors, je vais parler de quelque chose que je connais bien, qui est plutôt la partie IT et digital, parce que finalement, ces chiffres sont de façon très surprenante, très bons. Et on est surpris quand les chiffres sont bons en France, Stéphane, et ça fait quelques années qu'on se connaît, et ça fait plusieurs fois qu'on se dit, est-ce qu'on pourrait juste une fois peut-être se dire que les choses vont pas si mal que ça, même si le sport national est de toujours s'inquiéter plus que de raison. Alors je reviens sur mon propos, je rebondis juste sur ce que disait Nicolas, parce que les chiffres, on peut les discuter dans un sens ou dans un autre. Moi, je n'ai pas à mon niveau, dans mes clients chefs d'entreprise et dans les différentes associations, clubs d'entrepreneurs auxquels on participe, très tournés tech, hein, en fait, très tourné French Tech, sur investissement. Maintenant, on travaille beaucoup sur des outils digitaux. Évidemment, c'est des secteurs où pour l'instant, on a du mal à imaginer un ralentissement quelconque, parce que le monde se digitalise sans cesse, et à chaque fois qu'on a l'impression d'arriver au bout d'un mouvement RH pour telle typologie de salariés, je pense à un développeur d'un côté, un web marketeur de l'autre côté. Après, il y a eu maintenant des besoins en community management sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a d'énormes besoins sur la production de vidéos, parce que YouTube est en train de devenir le moteur de recherche devant Google. Alors, il appartient à Google, ça tombe bien pour eux, parce que des nouveaux réseaux sociaux, normalement pour les enfants, comme TikTok ou Instagram, sont en train de rentrer dans le business. Donc, on a besoin d'avoir des gens pour nous aider à être présents sur ces médias qui ne sont pas des gens de 18 ans. C'est des gens qui ont besoin soit d'évoluer. Alors, voilà, moi, je suis moins à l'aise, évidemment, avec la catégorie qui est plus âgée, parce que c'est moins la cible fondamentale de ce qu'on recherche aujourd'hui. Mais moi, je resterai sur, c'est rassurant, et je continue à être d'accord avec Nicolas. Je n'ai pas l'impression qu'il y a d'inflexion. Et pour l'autre partie de mon métier, qui est la partie commerciale. Donc nous, on fait du conseil en gestion de patrimoine, donc c'est du commercial diplômé, mais ça peut être du commercial assis, ça peut être du commercial à l'ancienne qui fait du réseau, ça peut être du e-commercial qui est au téléphone à distance, malgré un Master 2 en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, vous pouvez diffuser des produits financiers, des solutions financières à distance. Là, ça recrute dans tous les sens. Les grands groupes, ceux que je connais très bien de proximité, comme les concurrents avec qui on bosse aussi au quotidien en architecture ouverte, pour l'instant, ça ne dégrossit pas. Il n'y a que les banques, objectivement, et les grandes compagnies d'assurance qui, sur le middle office, tirent un peu la langue parce qu'ils avaient beaucoup de gens. Mais sinon, en termes de dynamique, ça place de l'argent, ça continue. Voilà, je reste positif. Aziz, comment est-ce que tu vois les choses, toi ? Moi, par rapport surtout aux TPE, aux petites PME, c'est sûr que dans mon entourage, j'entends beaucoup effectivement de gens qui se disent, qui ont le sentiment du fait de ce que tu disais sur le BTP, par exemple en sous-traitance, ou d'autres secteurs, c'est que le coût d'acquisition en termes de recrutement et d'investissement pour recruter une nouvelle personne, l'arbitrage est fait entre je garde, même si c'est à la marge, même si, etc., versus je prends le risque de les laisser partir, ça me fait une économie maintenant, mais combien vais-je transpirer et combien vais-je devoir dépenser pour pouvoir recruter demain ou après-demain ? Je crois que c'est super important. Maintenant, il y a aussi enfin, je sais que c'est un formatage effectivement franco-français, mais on se dit ça va bien, et en même temps on a tous ces discours et toutes ces analyses, j'en parlais tout à l'heure dans les loges avec un spécialiste, c'est que on a l'analyse des marchés financiers. J'ai lu attentivement la sortie du président de Goldman Sachs sur, il nous annonce l'apocalypse en langage Quai d'Orsay. Ça m'a échappé. Ah bon, t'es sûr ? Ouais, en disant ça va être très 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 compliqué dans les mois qui arrivent. Oui. Sur les marchés financiers, Goldman Sachs, sur les marchés financiers. Comment ça se décale et comment ça arrive sur l'économie dite réelle ou pratique, je ne sais pas. Et le tsunami, est-ce qu'il ne va pas passer d'abord par ces marchés financiers avant d'arriver à ma petite PME installée c'est pas 2008, Aziz, non, c'est pas 2008. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est intéressant parce qu'on peut juste expliquer pourquoi. Le sujet, c'est toujours le même. Le sujet, c'est la liquidité. Le sujet, c'est la capacité qu'ont les banques à se refinancer de manière normale, au jour le jour, parce que ça se passe au jour le jour, et derrière à irriguer l'ensemble du tissu économique. 2008, c'est ça qui s'arrête. Bien sûr. Voilà, tout à coup, les 100 directeurs financiers des 100 plus grandes banques du monde se font plus confiance, et c'est la fin, c'est le coup d'arrêt total de la liquidité, et donc c'est une embolie générale du système. On n'en est absolument pas là, on n'en est d'autant plus pas là que les banques centrales depuis ont pris le pouvoir en fait d'une certaine manière sur la circulation de l'argent, on va le dire comme ça. Mais après, tu as une récession. Alors, je lisais là, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale aux États-Unis qui dit on n'aura pas de forte récession.
Ce qui est une manière de dire quand même qu'il commence à anticiper une légère. Et puis il y a, et ça on en parlait la semaine dernière, allez voir tout ce que nous raconte Laurence Daziano sur ce qui se passe en Chine. Enfin, peut-on imaginer, même un seul instant, pouvait-on imaginer un seul instant, je ne sais pas, il y a 2-3 ans, qu'on pourrait parler de récession en Chine, et pourtant s'ils continuent au train où ils vont jusqu'en octobre-novembre, au moment de leur congrès, oui, peut-être qu'il va y avoir... Et donc ça, forcément, nos boîtes ici, elles vont en subir la conséquence. Mais je ne crois pas quelque chose de comparable. Mais je voudrais juste... Attends, parce qu'il y a un point important. Est-ce qu'on peut remettre la courbe du chômage ? Je ne sais pas jusqu'où elle va, la courbe de je voudrais juste la courbe de l'INSEE, mais je ne sais pas, juste pour que je vois, parce qu'en fait, ce qui se passe, tu sais, Nicolas, mais je le dis 2-3 fois ici, mais François Hollande avait inversé la courbe du chômage, tu sais. En fait, ce qui est terrible pour lui, simplement, on l'a su 3 ans après. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes aujourd'hui les courbes de l'INSEE, les longues courbes de l'INSEE, les longues séquences de l'INSEE, en fait, oui, il avait inversé la courbe du chômage, simplement, on ne le savait pas. Mais bon, tant pis. Derrière, deuxième point, juste, alors je ne sais pas si on le voit là, non, la séquence n'est pas assez significative. Mais je vous l'apporterai une fois, la grande courbe là, sur 20 ans, et on le voit bien. Et sinon, 2 autres éléments que je peux peut-être vous montrer autour de, et qui montrent un petit peu aussi la situation, c'est quand même la dégradation très rapide des situations de trésorerie. Donc ça y est là, et c'est donc Rexecode qui nous a apporté ça, et Denis Ferrand nous commentait, voilà. Donc là c'est très très clair, hein, les situations de trésorerie qui se dégradent très vite, donc ça c'est l'ensemble du pognon qui avait été accumulé grâce au PGE, qui a été mangé par l'inflation. Les patrons ont fait le choix de préserver les prix, ou en tout cas de ne pas trop augmenter les prix, et donc de prendre sur leur marge. Et là on arrive au bout du truc. Voilà. Je ne sais pas si Nicolas, c'est quelque chose que tu constates, c'est très clair dans le bâtiment, ça. Alors ça, c'est évident. Dans le service. C'est clair, en fait, il y a plusieurs catégories d'entreprises. Il y a toutes les entreprises qui étaient fragiles avant la crise sanitaire et qui ont eu cet effet d'aubaine, effectivement, de bénéficier du PGE et qui ont permis de tenir, on va dire, pendant les 2 ans. Mais maintenant où on commence à reprendre évidemment le remboursement de ce prêt et l'étalement, et une situation qui s'est dégradée pour d'autres raisons, à commencer par les problèmes d'approvisionnement, toutes ces entreprises qui étaient fragiles, on va commencer à les retrouver là. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on va commencer à avoir une hausse, même si on part de chiffres très bas, du redressement, des faillites d'entreprises. Il y a un certain nombre d'activités où ça ne va pas échapper, elles vont disparaître de l'économie. Et de l'autre côté, on le voit bien, il y a eu des marges records, parce qu'on parle de la trésorerie. Mais les entreprises françaises n'ont jamais gagné autant d'argent durant la crise. C'est clair. Parce qu'il y a eu des effets, il n'y a pas eu que ça, il y a eu le chômage partiel, il y a eu de fortes indemnités, il y a eu quand même énormément de soutien et d'argent public, ce qui fait que les résultats ont des bilans très positifs. Et d'ailleurs, je l'invite, je le redis, il faut profiter d'avoir de très bons bilans aujourd'hui pour encore emprunter, alors que les taux d'intérêt commencent à remonter. C'est le moment d'emprunter pour les entreprises qui ont cette capacité et qui ont en plus de ça un excellent exercice fiscal. C'est le moment de le faire. Il ne faut pas le faire dans 2 ans, dans 3 ans. D'abord, même pas dans 6 mois. C'est même pas dans 6 mois. C'est maintenant et tout de suite. Ceux qui ont la capacité de pouvoir emprunter encore avec des taux d'intérêt extrêmement favorables, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut retenir une chose, c'est quand on n'a pas besoin d'argent qu'il faut emprunter. Quand on commence à avoir besoin d'argent et qu'on a un mauvais bilan, c'est tout de suite trop tard, et c'est généralement pas le moment. Donc c'est quand on n'a pas besoin d'argent qu'il faut emprunter. Donc j'invite nos entrepreneurs à emprunter, en tout cas pour ceux qui peuvent. C'est pour ça que ça fait la corrélation avec la courbe emploi tout à l'heure. Ce que tu dis, c'est-à-dire cette vague d'entreprises qui commencent à fermer. Moi, comme d'autres, j'appelais ça les entreprises zombies, sous perfusion, PGE, elles marchent un petit peu plus, mais on sait très bien qu'à un moment ou un autre. Et puis, ce moment ou un autre qui arrive, à un moment, inflation, augmentation du prix du carburant, etc., pénurie, c'est peut-être un grand mot, mais difficulté à recruter. Pénurie, non, tu peux le dire. Donc, pénurie de recrutement. On se retrouve pénurie de capital humain. Des boîtes qui vont... donc, je ne sais pas, pour faire la corrélation avec le sujet de tout à l'heure, si cette courbe euphorique, puisque tout le monde est content sur le niveau d'emploi, je ne sais pas si elle va perdurer, justement à cause de toutes ces défaillances qui sont en train de s'annoncer et que tout le monde avait anticipé, parce qu'on a tous dans nos entourages des boîtes qui... Écoute, là, donc, effectivement, tu voulais parler de ce sujet de défaillance d'entreprise. Tu m'as envoyé une étude d'Allianz Trade, là, reprise par l'AFP, qui parle de défaillance mondiale, de reprise de défaillance à l'échelle mondiale, où, évidemment, les systèmes sont beaucoup moins protecteurs qu'en France. Moi, je voyais la dernière étude d'Altares, donc, qui fait autorité sur cette question, disait, donc, il manque, on va le mettre entre guillemets, 40 000 défaillances d'entreprises.
Donc tu peux penser qu'il y a à peu près 40 000 entreprises zombies, plus ou moins zombies, c'est-à-dire soutenues artificiellement. Dans un fonctionnement normal de l'économie, il y a 40 000 entreprises qui auraient dû disparaître. Donc on va voir ce qui se passe. Moi je le disais il y a plus d'1 an et demi, la vague des défaillances, c'est celle de Brice de Nice quand même. Hein. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. Elle vient pas. Hein. Elle vient pas. Il n'y a pas de vague. 2 écoles. On va voir sur sa planche de surf là, Stéphane, mais non, elle vient pas. Hein. 2 écoles, ceux qui disent qu'elle n'arrivera pas, et ceux qui disent elle est juste décalée. Donc, ça fait un moment qu'elle est décalée, là, Aziz. Ça fait un moment, mais les PGE sont en train d'arriver à la fin. En tout cas, je parle pour le niveau français. La Banque de France attend 3% de taux de défaut sur les BGE, max. Franchement, hein, j'espère qu'elle a raison. Oui, mais enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que tous les indicateurs en économie, tu sais, ils disent robustes, c'est-à-dire des trucs sur lesquels tu peux compter, quoi. En économie, il y a des trucs un peu mous, tu vois, tu donnes ton avis, ou le programme de Mélenchon, par exemple, et puis il y a des trucs robustes sur lesquels tu peux compter. Voilà, je sais pas. Stéphane, comment tu vois les choses ? Alors il y a 2-3 choses qui ont été dites dans ce sens-là. Avant de venir juste sur la défaillance, il y a un élément qui est très important sur le fait que les entreprises aient plutôt des bilans positifs, et nous on le voit, y compris les sociétés civiles, c'est parce que les gens sont beaucoup moins déplacés, ils ont eu beaucoup moins de frais de bouche, de frais de marketing physique. Et évidemment, faut pas qu'ils s'enflamment non plus, et je pense que c'est ce que voulait dire Nicolas. En revanche, il y a une contraction du crédit pro. C'est hyper important ce que je suis en train de dire, Stéphane, parce qu'on le constate évidemment sur l'immobilier. Donc les particuliers qui veulent acheter de l'immobilier, il faut le faire aussi maintenant parce que les taux montent, mais ce n'est qu'une question de coût de crédit. Sur le pro, on le voit dans les financements de certains de nos clients, dans les financements de fonds propres pour des projets, dans les financements de développement. Et ce qui va répondre à ce que disait Aziz, c'est est-ce que ce financement privé va prendre, comme c'était espéré, finalement le relais sur les PGE. C'est un peu ça qui fait peur sur les défaillances d'entreprise, parce que je vais être le cynique, et ça me fait mal au cœur de le dire, parce que je suis un entrepreneur dans l'âme et je l'ai toujours été. Les 40 000 défaillances qui manquent ou pas, il y a 2 écoles, ceux qui disent que ça ne va pas arriver ou ceux qui disent que c'est décalé. Non, il y a une 3e école qui disent que ça devrait arriver et ce ne serait pas plus mal pour certains secteurs de l'activité. Je ne le souhaite pas à mes confrères chefs d'entreprise qui nous écoutent, évidemment, mais Stéphane, j'ai confiance en eux. Et je sais que sur ce plateau, on a déjà eu plein de fois des messages hyper positifs, parce que les 3 acteurs que nous sommes, y compris toi, on est des optimistes. Il faut qu'ils se renouvellent. Voilà, donc finalement, attention simplement à la contraction du crédit. Moi, j'ai peur, parce que je vois la réaction des banquiers, entre les hausses des taux directeurs, entre finalement la notion de risque qui devient beaucoup plus importante. Et nous, on l'a vécu sur un dossier, ça passait normalement par un interlocuteur qui était directeur d'un réseau d'agences, d'un grand groupe. Maintenant, ça part directement aux engagements, parce que ça touche des secteurs d'activité sur lesquels maintenant les banques disent hop, 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 ça monte au-dessus. Ça n'existait pas. Tu peux nous dire quel secteur L'immobilier, la construction. Tu en parlais, je vais rester sur le bâtiment. Oui, évidemment, tout à fait. Le bâtiment, il se finançait, ils avaient des super innovations, du crowdfunding, du private equity. Ça se resserre. Donc là, les constructeurs, les promoteurs, les entreprises du bâtiment, ils sont obligés de retourner voir leur bon vieux la bonne vieille banque et leur bon vieux banquier, pardonnez-moi, pour se faire financer. Et là, l'immobilier, ils disent, bah ouais, mais attention, les permis sont bloqués, les terrains sont trop chers, les mairies juste pour aller dans ton sens, mais parce que je pense qu'on le vit tous sur nos chemins, dans le voisinage, etc. et tout, des chantiers, mais interminables, c'est-à-dire que tu te rends compte que les gars n'y arrivent pas, et sans doute pour des problèmes de pénurie. Et je me dis qu'à un moment, en termes de trésor, en termes de BFR, enfin, financer tout ça, ça va devenir très très chaud, effectivement. Quoi. Je sais pas, Stéphane, c'est ça. Super lourd, c'est super lourd. Aujourd'hui, je suis le premier par mes activités à péter les plombs des fois sur des livraisons qui sont décalées, etc. Mais là, j'ai vu des promotions, c'est très très compliqué, parce que là, pour le coup, il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Alors, je ne vais pas acheter la pierre, parce que c'est très très complexe comme sujet. Mais alors là, la pénurie de main-d'œuvre, dans la qualité de la main-d'œuvre, alors on a voulu construire pas cher, mais c'est très très compliqué. Donc là, les mecs, en fait, se retrouvent avec des buses, ça repousse de 3 mois à 6 mois, et comme tu le dis, le compte d'exploitation était étiré. Il y a eu 2-3 confinements d'affilée avec des règles invraisemblables imposées aux bâtiments, alors qu'ils sont quand même à l'air libre, qui n'étaient pas imposés dans d'autres secteurs d'activité, où les mecs n'avaient pas le droit de travailler à plus. Dans les Algeco, ils devaient être à 1 pour 2 mètres carrés. Enfin, des trucs improbables. Donc les mecs se retrouvent aujourd'hui quand même sur des comptes d'exploitation
résidence par résidence qui sont plus du tout favorables. Donc, si vous n'êtes pas un groupe solide, tu as ta réponse. Et vous allez voir votre banquier dit non, il faut rendre le PGE, mais moi, je ne vous prête pas parce que l'immobilier, ce n'est pas forcément le truc d'avenir. Vous venez avec du 2.0 ou du 3.0, ça marche. Aziz ? Non, je voyais ça aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que des opérations qui se cassent la figure, c'est aussi des opérations qui peuvent être reprises et donc des opportunités pour d'autres. Donc, je le disais directement. Bah oui, parce qu'on parle de tout ici autour de cette table. On est là pour parler de tout. Bien sûr, mon gars. On les voit, les rapaces. C'est pas les rapaces. En mandarin, crise, c'est aussi opportunité. C'est vrai, donc, il paraît, ça, ouais. donc rappelez quand même que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, Lavoisier. J'étais obligé d'en placer une de citation. Mais donc, non, mais ça mais moi, parce que moi, le problème, si tu veux, Aziz, c'est que moi, je veux être spécifique après. Oui. Bah, dans tous les secteurs où là encore, c'est l'immobilier. Je parlais d'immobilier. Ouais. Moi, j'ai une petite foncière qui s'appelle Impact Real Estate. Il y a des opportunités, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais des opportunités, peut-être aussi comme d'autres secteurs, où les gens ont un peu de cash d'avance, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Ou des relations bancaires solides de longue date. Un track record solide. Tiens, mais attends, Stéphane, reprends le truc autour des... Tu dis, si vous avez du 2.0, du 3.0, ça se passe bien. Ça se passe pas si bien que ça, quand même. Eh ben, écoute, non, mais alors plus largement, parce que moi j'en parle très peu, mais bon, quand même, c'est crack du Bitcoin, crack de la tech, etc. Comment est-ce que tu regardes cette histoire-là, Stéphane ? Alors, deux sujets très très différents. Alors, crack de la tech. Mais tout le monde. Alors attends, sujet très très différent. Je te pose la question. Tout le monde me dit que c'est corrélé. C'est corrélé, pardon. C'est corrélé. C'est corrélé. On a vu cette conversation toi et moi. C'est bien la preuve que c'est pas si décentralisé que ça. Les actifs numériques, parce que on va pas parler que de Bitcoin, ouais, mais bien sûr. évidemment que c'est corrélé parce que ce sont les mêmes investisseurs et on en avait parlé tous les deux sur un de tes anciens plateaux, sur Bismart, où on n'était pas forcément d'accord sur finalement quel était le tangible et palpable derrière tous ces actifs numériques. Ben si, c'est qu'en fait c'est l'investisseur et le gré à gré. La confiance, tu parlais tout à l'heure qu'il n'y aura pas de crise comme en 2008 parce que les banques ont de la liquidité elle est basée sur la confiance. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Maintenant, quand on parle des techs, pour être plus précis, parce que les cryptos c'est autre chose, mais les techs, d'abord, ça dépend à quel moment tu mets le curseur. Parce que là, on parle beaucoup, je vais prendre l'exemple de Netflix qui est un très gros sujet. Alors évidemment, ils ont eu des annonces où leur croissance est moins exceptionnelle, voire même elle s'est même freinée, voire même arrêtée sur certains secteurs en captation de nouveaux clients, etc. Bon, ok, ce sont donc des valeurs de croissance qui sont censées croître moins vite. Donc comme elles croient moins vite, elles prennent moins 25 en bourse. Et là, on peut en parler, mais moins 25 par rapport à quoi ? À une année 2020 exceptionnelle, une année 2021 quasi exceptionnelle, c'est-à-dire 2 années dues à un contexte. Donc ça dépend quand est-ce que tu prends le curseur. Si tu les tires sur 10 ans... Voilà, alors je peux te sortir des bonnes vieilles, tu sais, on avait parlé de Walmart, je le ressors à chaque coup. Si tu tires sur 20 ans, ils éclatent, y compris tous les 2.0, les 2.0, les 3.0, avec un bon vieux modèle de commerce, parce qu'il faut qu'on se nourrisse. Donc en fait, tout dépend quand tu mets le curseur. Et deux, sur la tech, il faut regarder les thèmes. Et j'ai, il n'y a pas très longtemps, fait de gros échanges avec des gros gérants sur des thématiques. Alors, ça pouvait être des thématiques d'intelligence artificielle, sur les thématiques de l'espace, avec des profondeurs de marché hyper innovantes, comme des thématiques comme l'eau. Donc, le truc le plus basique. Bon, bah, tous ces thèmes, quels qu'ils soient, quelle que soit la profondeur, quel que soit le côté indiscutable de l'utilité de ce sur quoi on va investir, tout le monde a un petit peu pris dans les dents parce qu'on a un contexte géopolitique, un contexte de taux, un contexte d'inflation, un contexte d'inquiétude extrêmement important. Et simplement, là, on parle de flux financiers. C'est pour ça que je partage ton avis, Stéphane. Et que Stéphane, il faut l'expliquer, parce qu'on l'a expliqué avec les entreprises, il faut l'expliquer sur les marchés. C'est les moments aussi où il faut récupérer de la liquidité. C'est des moments d'incertitude où les investisseurs sont obligés de vendre une partie de ce qu'ils ont en portefeuille pour retrouver du cash et retrouver de la marge de manœuvre. C'est ça le sujet, hein. Et il y a deux lectures pour aller dans le sens aussi un peu d'Aziz. D'abord, ils sont obligés de vendre des trucs qui fonctionnent bien parce qu'ils doivent combler finalement soit des couvertures, soit des pertes ailleurs, soit simplement de la trésorerie. Donc, ils sont obligés de vendre un truc qui marche bien. Donc, ils entraînent un peu avec l'eau du bain certains secteurs qui ne devraient pas subir. Mais c'est aussi le moment de faire des opportunités parce que là, évidemment, c'est Warren Buffett qui l'a toujours dit, il faut investir au son du clairon. Alors, c'est malheureux d'un point de vue humain, mais c'est quand tout va pas bien ou que tout le monde commence à vendre et à sortir, qu'il faut rentrer, parce qu'elles sont là, les bonnes opportunités, sur des secteurs où il n'y a pas de discussion à avoir sur la profondeur de marché à court terme. Après, évidemment, il faut y aller très prudemment. Par exemple, sur les actifs numériques, il faut être très regardant sur ce qui se passe, mais c'est fascinant de voir comme sont corrélés
finalement tous les classes d'actifs dans le monde à partir du moment où l'épargnant, qu'il soit institutionnel ou particulier, est touché. Tout le monde a le même réflexe. Voilà, tout le monde a le même réflexe. Je dois couvrir, donc je sors ce qui marche bien pour couvrir ce qui va mal. Ouais. Erreur fondamentale, mais vous n'avez pas le choix quand vous avez un BAL 3 sur les dents parce que vous êtes la BNP ou la Deutsche Bank, ben vous n'avez pas le choix. Comme monsieur Chambier ou madame Michu qui doit rembourser son crédit, ben quand il faut sortir 10 000, elle n'a pas le choix. Nicolas, tu regardes ça Oui, je regarde ça, mais tu vois, c'est ce qu'on évoquait sur les chiffres. Tu sais, on parlait d'Altares tout à l'heure sur les faillites d'entreprises qui progressent de 35%. Mais tout dépend où tu mets le curseur. Ah bah bien sûr. Parce qu'on l'évoquait tout à l'heure. Quand tu parles de 60 000, tu fais plus 40, plus 25%, tu dis effectivement, c'est pas normalement. Mais quand tu pars d'un chiffre qui est déjà divisé par 3, en fait, ton 25%, ton 30% de hausse, il reste marginal. Tout à fait. Et là, c'est exactement la même chose. C'est comme, tu parlais de Walmart, on pourrait parler de l'action Tesla. Elle est montée à 1300, elle est retombée à 900 il y a quelques temps. Ça remonte à 1100, tu dis, oh là, ça a perdu 25%. Ouais, d'accord, enfin, quand tu regardes sur 10 ans, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Après, le sujet, c'est qui reste sur 10 ans, tu vois. C'est le même sujet que pour le Bitcoin. Quels sont les gars qui en avaient en 2013 et qui en ont encore aujourd'hui? Je sais pas. Quand tu te retrouves avec une volatilité très forte, c'est quand même très très dur. Faut avoir les reins solides. Faut avoir les reins solides et il faut avoir des convictions. Un peu de cash et un peu de temps. C'est l'action Eurotunnel. Ouh là là, c'est des souvenirs, ça. Ah oui, dis donc, là... 200 à 2 euros, 1,80 €, voilà, c'est... Mais je crois qu'à un moment, c'était des centimes même. Des centimes. C'était en dessous c'était des centimes. C'était des centimes. Ouais. Ok les amis, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On repart les amis. Je voulais juste, Stéphane, quand même un petit truc autour du Bitcoin. Comment est-ce que toi tu vois les choses? C'est-à-dire, la question est même pas la valo, c'est ça la limite. Tu comprends? C'est pas ça mon sujet. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est que cette volatilité très très forte montre que, quoi qu'en disent les hystériques sectaires qui te courent après dès que tu mets en question l'idée que ce soit une monnaie, quoi qu'ils en disent, c'est pas plus une monnaie que les haricots verts. C'est un actif qui évolue exactement comme les autres actifs et c'est un objet de spéculation. Point à la ligne, qu'on arrête de nous gonfler avec le soi-disant projet politique derrière le Bitcoin. Voilà, c'est juste là-dessus que je voulais ton avis. Alors, c'est compliqué parce que Bitcoin, c'est pour moi la seule monnaie en fait de tous ces actifs numériques. C'est la seule réelle crypto-monnaie. Mais si c'était une monnaie, ça bougerait pas comme ça, Stéphane. Attends, bon Dieu. Stéphane, laisse-moi finir. Ça dépend de la monnaie. Stéphane, ça dépend de la monnaie. Qu'est-ce qui fait que le dollar, l'euro, le livre, je vais prendre les grandes monnaies, le yen, et encore le yen, ce sera l'exemple que je pourrais te donner quand tu veux voir dégueuler une monnaie. Il n'y a pas de problème. Le yuan, pour moi, c'est la seule monnaie. Les autres ne sont pas des monnaies. Hein. Si tu rentres un peu dans le détail, les autres ne sont que des technologies. Donc, quand tu rentres dans les autres cryptoactifs, tu rentres finalement comme actionnaire d'une technologie, de l'Ethereum sur ton idée de monnaie. Y a pas, si c'est une monnaie, Bitcoin, c'est la monnaie du Zimbabwe, point à la ligne. Et donc, c'est pas une monnaie. Bitcoin, il n'y a pas de techno, si ce n'est un minage d'un nombre limité, d'un étalon potentiel qui pourrait être, t'imagines, une grotte dans laquelle on a creusé, on a trouvé de l'or, on a décidé que c'était limité dans le temps, et on s'est tous mis d'accord. Voilà mon avis. Est-ce que j'ai raison, j'ai tort? J'en sais rien. Bitcoin ne peut être qu'un jour l'étalon, puisqu'il est limité dans le temps, où on se mettrait tous d'accord pour dire que il y aurait une valorisation. Donc on peut en discuter, chacun, moi j'ai mis du temps, j'y suis arrivé. Bon, maintenant, la spéculation sur n'importe quel actif, Stéphane, elle existe sur rien, elle existe sur des paris, on fait courir des chevaux, on fait des pokers, donc c'est humain. Donc la différence, Stéphane, la différence avec une monnaie, c'est qu'une monnaie, tu as des teneurs de marché sur une monnaie. Une monnaie, ça veut dire qu'elle représente quelque chose au moins pour une communauté. Je suis d'accord, pourquoi pas, la fin des États, la fin des banques centrales, pourquoi pas, mais au moins tu as une communauté qui tient le marché. Ou alors, encore une fois, c'est le Zimbabwe, c'est-à-dire que c'est un État qui est pris, ou à une autre échelle la Turquie, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as un État qui est mis en coupe réglée par un homme ou par une bande. Bon. Et donc, cette communauté, en l'occurrence, est totalement inexistante, quoi qu'on en dise. Il n'y a personne pour tenir le marché. Alors, justement, Stéphane, c'est tout ce que vont défendre, finalement, les grands amoureux des cryptoactifs, et en particulier du Bitcoin, c'est le côté décentralisé.
Et c'est ça qui est intéressant actuellement dans ce qui se passe sur les marchés des AN. C'est que finalement, ils suivent des tendances et des réflexes qui sont des tendances et des réflexes de marché assez classiques. Et c'est très surprenant pour ceux qui croyaient réellement dans le projet philosophico-politique, tu vois, qui était de se décentraliser et de se déréguler de Goldman. Parce que Stéphane, je vais être provocateur et c'est mon système, je suis dedans à plein, ma boîte est dedans, mon argent est dedans, donc moi voilà, la crypto pour moi ça ne doit pas dépasser 5% d'un patrimoine. Mais, aujourd'hui, on s'est tous mis d'accord et les parités entre les grandes monnaies dépendent de banques centrales qui dépendent de confiance. Aujourd'hui, il n'y a plus de réserve pour baser. La force, elle est sur des rapports de force politiques détenus par des banques centrales. Il faut juste se mettre d'accord sur cette notion de communauté. Elle existe, cette communauté. Pour l'instant, cette communauté, elle est libre, Stéphane. C'est ça qui, moi, mon point de vue, pour en discuter avec des gens très proches de moi que tu connais, tu sais très bien qu'ils sont très, très, très impliqués dans la crypto, mon point de vue, c'est qu'à la fin, de toute façon, c'est déjà le cas, les actifs numériques, ils sont déjà en train de se réguler parce qu'ils intéressent JP Morgan, ils intéressent Goldman, ils intéressent la BNP, ils intéressent les banques centrales, ils intéressent l'administration américaine. Donc de toute façon, ce qui va se passer, c'est que si c'était intéressant et qu'il y a de la spéculation et de l'argent à faire sur ces actifs, ils seront récupérés par les grandes institutions. C'est ça mon point de vue. Pour l'instant, il y a des gens qui sont prêts à vendre des chaussures, ça faisait marrer, des voitures, ça commence à peser en ferme montant. Maintenant, ils achètent de l'immobilier, voire même ils achètent de l'immobilier dématérialisé avec ces crypto-actifs. Stéphane, je veux pas, mais non, alors, je veux pas qu'on parte dans une discussion, enfin en même temps ça me passionne, donc, mais je donne, oui. Je veux pas, en l'occurrence là, tu fais toi-même, comment dire, moi, je respecte d'une certaine manière, parce qu'au moins, il y a de la réflexion un petit peu philosophique, je respecte le projet Bitcoin. Bon. Et donc, je ne le mélange pas et je refuse de le mélanger avec les autres actifs digitaux, les NFT, tout ça, machin. Aucun problème. Ça, OK, c'est une classe d'actifs parmi d'autres. Non, vraiment, je veux rester sur le projet Bitcoin et je suis très surpris, non, ça ne me surprend pas, parce que je n'y crois pas un instant à cette histoire de monnaie, qu'il n'y ait pas, quelque part, une communauté aujourd'hui, maintenant, après 10 ans, en capacité de tenir le marché. Voilà, c'est tout ce que... C'est parce que le principe fondamental, Stéphane, n'est pas de tenir le marché. Le principe fondamental, mais moi j'ai du mal parce que je suis de la vieille école. Hein. J'aime bien quand même qu'il y ait un régulateur et qu'on sache qu'il y a des gens assis quelque part. Mais même se mettre ensemble pour tenir le marché, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais en fait, ils n'ont pas besoin de se mettre ensemble. Le principe, c'est qu'il y a un code et ils posséderont 21 millions de codes. Donc en fait, le rapport de force, il se fera par une communauté technologique de mecs en short. Mais c'est toute la révolution. Il faut s'y faire. Non, ça, je m'en fous. Cette monnaie, elle existe. En short et en polo bleu. Déjà. Ou en polo bleu. Ça vous intéresse, les gars? Nicolas, ça t'intéresse, cette histoire? Oui, moi, c'est parce que bon, honnêtement, sur les cryptos, le Bitcoin, moi j'ai un ami qui a investi fortement dedans. Il m'a expliqué qu'à la fin, puisque effectivement ça a une durée de vie, ça allait monter à 120 000, que de toute façon ça pouvait redescendre avec une grosse fluctuation, mais qu'au final ça atteindrait l'objectif. Bon, je suis ça avec un peu de recul. Personnellement, j'ai pas investi, j'observe. Voilà. Vas-y. J'ai essayé il y a 2 ans, j'ai perdu mes sous. Ah mais oui, mais il faut dans la durée. Je suis revenu à la vieille phrase de Warren Buffett que Stéphane citait tout à l'heure, investissez dans ce que vous comprenez. J'écoutais attentivement votre échange parce que j'avoue humblement que je n'y comprends rien. Donc je prends mes sous, je les mets ailleurs, dans les petites PME, dans l'immobilier, au moins... un peu à la vieille école, comme pour reprendre la citation de Stéphane tout à l'heure. Non, mais j'ai bien aimé alors j'ai une phrase du patron de Ledger, il y a effectivement toute une économie autour de ces cryptos, et notamment Ledger qu'on connaît bien, qui fait des dispositifs de sécurité, on va dire ça comme ça, des dispositifs de sécurité autour des cryptos. Et donc il dit, en tant qu'entrepreneur, je trouve intéressant de démarrer après un crack. C'est un moment où les personnes qui ont une réelle conviction restent sur les marchés, tandis que celles qui n'en ont pas beaucoup le quittent, ce que tu as fait, Aziz. Cela permet de faire le tri entre les bonnes entreprises et les moins bonnes. Bon, c'est une bonne proclamation d'entrepreneur, ça, Nicolas. Oui, je partage. Amen, tu dis, Stéphane? Oui, parce que... Stéphane, le problème sur les cryptos, et c'est un sujet que j'ai eu avec mon associé Karl, voilà, pour le citer. Moi, je lui ai dit à un moment donné, quand j'ai entendu dans la cuisine d'un net investissement, nos stagiaires commençaient à dire qu'ils ont mis 2000 €, c'est-à-dire 80% de leur épargne d'étudiants sur des cryptos. Là, j'ai dit à Karl, c'est là que ça commence à vriller. Parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, c'est un sujet qui peut révolutionner le monde comme l'Internet l'a fait ou comme l'aéronautique l'a fait il y a 100 ans. Mais maintenant, avec l'information va trop vite, donc on a du spéculateur pur qui est arrivé, qui ne comprend pas grand-chose et qui prend des gifles en 2 mois et qui pense qu'il va être millionnaire le lendemain. Et ça, c'est pas bon parce que là, on est typiquement aussi sur une classe d'actifs qui représente des
des révolutions technologiques. Ledger en est un des piliers. Vraiment, il faut être content de ça. Et aujourd'hui, vous discutez avec des mecs de chez CoinHouse, vous discutez avec l'ADAN, qui est l'association de développement des actifs numériques en France. Voilà, ils appellent vraiment à considérer ça comme un vrai sujet, à creuser et de ne pas dépasser 2 à 5% de son patrimoine et le considérer comme de l'investissement thématique, de l'obligataire, de l'action. Voilà. Et je crois que on doit aller dans ce sens-là. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus et on ne peut pas faire des déclarations à l'emporte-pièce pour jeter tout ça avec l'eau du bain. C'est pas une bonne idée, et y compris ce Bitcoin, parce que même si on n'y adhère pas, il y a déjà des gens pour 19 986 000 bitcoins, à 30 000 balles actuellement le bitcoin, Stéphane, qui ont déjà quand même investi. Donc cette communauté financière dérégulée, on ne les connaît pas. Elle existe quand même. Eh ben, j'aimerais bien en être sûr. Voilà, c'est la conclusion de notre discussion. Enfin, qu'elle existe, ça c'est une certitude. Qu'elle existe, oui. Après, c'est leur motivation et voilà. Mais bon, voilà, je pense qu'on a bien échangé. Tes gars, c'est la fameuse phrase de Rockefeller. Hein, Monsieur Rockefeller, quand est-ce que vous vendez? Quand mon chauffeur me demande ce qu'il faut acheter. Voilà. Voilà. C'est ça sur les bitcoins. Est-ce que vous avez regardé, comme on est sur des... Est-ce que vous avez regardé l'affaire Djebari? Je ne sais pas si vous avez eu le temps. J'y vais très très vite, ceux de nos auditeurs, téléspectateurs qui n'ont pas eu le temps de jeter un coup d'œil. Donc Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports, qui s'en va pour rentrer, alors en partie, parce que je ne pense pas non plus que ça finance l'ensemble de ses besoins, mais en partie donc dans une start-up de la voiture de luxe à hydrogène. Et en gros, la polémique, c'est « Ah ben tiens, il était ministre des Transports, il était en charge d'une partie du plan hydrogène, et donc il s'en va très très vite pour aller pantoufler et conflit d'intérêts, enfin bref, blablabla, blablabla, blablabla. Lui se défend en disant que donc il y a une haute autorité qui regarde l'ensemble de ces mouvements des hauts fonctionnaires, qui n'a pas trouvé d'obstacle à ce qu'il aille rejoindre cette start-up, et en plus il dit que c'est un mouvement qui a été initié il y a plusieurs mois. Et ensuite il y a la question des allers-retours, enfin des choses comme ça. Est-ce que ça t'a intéressé d'abord, Nicolas? Moi ça m'a beaucoup intéressé. Allez lire un peu à droite à gauche, amis auditeurs, téléspectateurs, autour de cette histoire, parce qu'il y a des phrases intéressantes, je trouve, qui sont prononcées sur l'évolution de notre personnel politique. Non, c'est évidemment toujours intéressant de suivre ces mouvements-là. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le conflit d'intérêts, c'est très compliqué d'y mettre une limite entre le politique. De l'autre côté, je m'explique, on veut le renouvellement des politiques, des députés, des ministres, et donc il faut qu'ils puissent se repositionner après avoir tenu une fonction pendant un temps donné. Et de l'autre côté, effectivement, quand on a été, en l'occurrence là, ministre des Transports, etc., on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que finalement, il n'y a pas conflit d'intérêt parce que j'ai favorisé durant la période où j'avais le pouvoir tel secteur où j'ai investi, et puis derrière, évidemment, indirectement, j'en bénéficie. Bon, on se souvient à l'époque pourtant d'un grand patron que je respecte énormément, c'était le problème de François Pérolle, quand il était secrétaire général à l'Élysée, qui a derrière, à l'époque, fait la fusion des caisses d'épargne Banque Populaire, et qui s'est retrouvé président, et ça a été un très très bon président, très grand président d'ailleurs, pour mener à bien cette fusion. C'est où est la limite finalement de tout ça? Tu as raison. Et le sujet... Est-ce que la limite, on ne peut pas la laisser entre les mains de la haute autorité qui est chargée de regarder cette limite? Si, je pense. Pas mal. C'est ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une défiance terrible dans le politique en général. On le voit depuis pas mal de temps. Mais d'un autre côté, si on veut du renouvellement de nos politiques, il faut qu'ils puissent d'un côté pouvoir rentrer en politique plus facilement que ça ne l'est aujourd'hui, et en même temps en ressortir pour oxygéner et permettre d'apporter ces expériences de part et d'autre. Et il est là tout l'enjeu. Aziz. Moi, je pense qu'il faut laisser évidemment le garde-fou qui est la haute autorité regarder si tout est clean, si tout est OK. Mais moi, je trouve le symbole très fort. Ça décloisonne. Il faut qu'on puisse aller du privé au public, et puis ne pas avoir... Alors, ce serait simple. Monsieur Djebari, il sort de là, il se retrouve au conseil d'administration de la SNCF, et puis il laisse couler jusqu'à la fin de sa vie. Non, il prend un risque, il capitalise sur son expérience aussi. Bref, il rebondit d'un point de vue professionnel comme n'importe qui le ferait. Et puis dans l'autre
l'autre sens aussi, ne pas avoir que de magnifiques énarques qui ont connu que les bureaux et l'administration, faire venir... Bon, bref, que tout ça se mélange pour essayer d'en tirer le profit, les profits au niveau national et au niveau de l'État. Donc oui, moi je trouve que c'est très sympa et très positif comme message. Je quitte mon ministère pour aller investir, prendre des risques, il met des sous, c'est une start-up, il n'est pas sûr que ça va marcher. Ouais. Donc, start-up qui d'ailleurs, il l'a bien précisé, n'a absolument pas eu accès au financement du plan hydrogène qui est un plan sur les grosses boîtes. Stéphane, vas-y. Voilà, tu as enlevé l'argument que je voulais ajouter, c'est hyper important. Elle n'était pas dans la liste des. On pourrait le soupçonner de conflit d'intérêts s'il avait balancé les sous. Elle est dynamisée indirectement par le secteur. Tu vois, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. Ok, mais alors dans ces cas-là, le ministre, il fait plus rien une fois qu'il sort du ministre, parce qu'il suffit juste qu'il ait un tout petit peu envie de faire réussir son travail. Et évidemment, dans le transport, aujourd'hui, si tu ne penses pas à l'hydrogène, quand tu vois comment les grandes banques et les grands fonds d'investissement se tournent vers cette technologie, il est évident. Bonne nouvelle que l'État français ait justement lancé ce grand plan hydrogène que moi je suis, y compris à titre personnel, parce que je crois beaucoup dans cette technologie et dans ses sous-jacents. Derrière, c'est peut-être un petit peu tôt, peut-être qu'il aurait dû attendre et le faire discrètement, parce qu'on est en France et qu'il faut y aller doucement. Enfin, tu travailles à la mairie et tu reçois 2 places pour aller voir le PSG au Parc des Princes, tu ne vas pas le donner à quelqu'un d'autre parce qu'il y a un conflit d'intérêts, parce que tu es à la mairie de Saint-Germain-en-Laye, tu vas voir le match avec ton fils et tout le monde est content. Il y a un moment donné, il faut se réjouir que des gens de cet âge-là, parce qu'il est jeune, qui a eu des responsabilités, et Aziz et Nicolas l'ont bien rappelé, qui pourraient pantoufler, non pas dans cette start-up, mais pantoufler dans une administration, dans un conseil régional, etc., continuent à aller au bout de leurs convictions. Parce que s'il y va, c'est qu'il a vu qu'il y avait un truc à faire dans ce secteur, et moi je trouve ça très bien, tant mieux pour ce monsieur qu'il continue. Ce qui est d'ailleurs, je le dis juste d'un mot, parce que ultra risqué, parce que autant, effectivement, sur l'hydrogène pour les camions, par exemple, il y a une forme de consensus sur l'idée que ça va se faire. L'hydrogène pour les trains, forme de consensus sur l'idée que ça allait se faire. Les avions, beaucoup plus compliqués, j'en ai déjà parlé ici. Il y a un désaccord profond entre Airbus et Safran sur la possibilité de l'existence de l'avion à hydrogène. Sur les voitures individuelles, moi, tout ce que j'entends, c'est que c'est niette, quoi. Ou alors, pas dans un avenir prévisible. Oui. D'où, d'ailleurs, sans doute, l'idée voiture de luxe, c'est-à-dire que ça coûte très cher. Donc, il prend quand même en plus un sacré risque. Mais, Nicolas, juste un truc, parce que c'était au cœur de ta démarche, nous, citoyens, au cœur de la démarche dans laquelle tu t'es inscrit. T'as pas une petite déception quand tu vois revenir, là, tu vois les investitures, tu as 2017, La République En Marche, des tas de gars, puis moi, des gars que je connais, quoi. Bruno Bonnel, il aurait pu être autour de cette table, Bruno Bonnel, s'il n'avait pas eu la drôle d'idée de devenir député, par exemple, mais d'autres encore. Jean-René Cazeneuve, par exemple. Donc, des gars qui se lancent comme ça dans la politique. Et là, non, il n'y a pas le même élan, il y a le rappel des professionnels. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'a peut-être pas satisfait et ceux qui avaient pris le risque d'arrêter leur carrière pour se lancer dans la politique et ceux qui, dans la politique, attendaient un renouvellement, on va le dire comme ça. Alors, il y a 2 aspects. D'abord, il y a la fait, je suis issu de la société civile, je décide de donner du temps, de rentrer en politique. Ça a été l'effet avec nos mouvements citoyens, modestement. Ça a été l'effet avec Macron, avec En Marche, etc. La réalité, parce qu'on a eu beaucoup de nos adhérents qui sont partis effectivement avec En Marche, c'est que la dure réalité derrière, ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup de communication et que la réalité, quand on est au Parlement, quand on est député, on n'a pas beaucoup de pouvoir, on ne fait pas grand-chose, et c'est ce qui fait que nous, on a un grand nombre d'acteurs de la société civile qui ont quitté, il faut le dire, En Marche et la majorité présidentielle au bout d'1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et j'ai eu des discussions très intéressantes. Le deuxième élément que nos concitoyens ont du mal quand même à percevoir, c'est que c'est un dévouement exceptionnel. Moi, j'ai une femme qui est en politique, qui est une élue de la République, qui est maire de notre village, qui a été à Matignon, qui a travaillé pendant 4 ans. C'est du lundi au dimanche. C'est de 6h du matin jusqu'à des 23h minuit. Vous passez 3 ans dans un ministère, vous donnez 7 ans, 8 ans de votre vie. En termes d'énergie, en termes de capacité physique, mentale. C'est une débauche d'énergie de tous les instants. On l'oublie, mais c'est une réalité. Et honnêtement, pour des rémunérations qui sont évidemment bien au-dessus de la moyenne de ce que peuvent gagner les Français, mais qui ne sont pas des sommes délirantes. Ce que je veux dire, c'est que dans le privé, certains gagnent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais 6 c'est fois plus. Très, très clair. Mais ça, donc, il faut insister là-dessus. Tu as parfaitement raison. Il faut rendre hommage quand même à ces personnes, je dirais, qui s'investissent. Le problème, c'est plus le système, finalement, qui
au lieu d'exploiter, au sens noble du terme au mieux, les qualités individuelles pour apporter à la société, finalement, le système, quand même, est très verrouillé, cloisonne, empêche et finalement casse un peu les initiatives de la société civile. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, en 2017, on se retrouve à nouveau avec, je suis désolé de le dire, l'ancien système qui revient en force. C'est l'ancien système qui revient en force aujourd'hui. Il est là C'est l'impression que j'ai aussi. Et c'est ça qui est triste. Aziz, c'est ça qui est triste tu partages ça Mais je ne vais pas donner de nom, mais dans ce que tu cites, pour avoir discuté avec l'un d'entre eux, c'est que la machine, elle est tu arrives, société civile, avec une idée de vouloir changer les choses. Tu as un référentiel, c'est soit ta boîte, soit une ONG dans laquelle tu as travaillé, associative. Tu dis, on tourne à gauche, bon an, mal an, on tourne tout de suite à gauche. On tourne à droite, on tourne à droite. Bref, tes projets, tu les vois. Là, tu arrives dans une machine où le temps n'est plus le même, la gestion de projet n'est plus la même. Et au bout de 5 ans, quand tu fais ton bilan de débuté, par exemple, tu te dis, mais la réalité... Qu'est-ce que j'ai vraiment fait ? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait ? Ouais. Tu as été dirigeant d'une boîte, tu peux valoriser ton chiffre d'affaires, le nombre de personnes que tu as employées, etc. Exactement. En associatif, combien de personnes tu as aidé, accompagné, Exactement. etc. En politique, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? J'ai servi à quoi ? Ouais. Et donc, pour 5 si 000, tu n'es pas un professionnel de la... pour 5 750 € par Et les mois, pour sacrifices travailler du lundi au dimanche, pour C'est ça. sacrifier la famille, les déplacements, les allers-retours, pour le peu que tu aies évidemment un conjoint, des enfants et toute une vie de famille. Enfin, moi, je le vois encore une fois très modestement. J'ai une femme qui est maire de notre village de 1800 habitants. Enfin, voilà. Elle est vice-présidente de Versailles Grand Parc. Vous regardez les trucs, c'est du lundi au dimanche, quoi. Ouais. C'est un dévouement de tous les instants. C'est la motivation qui peut être cassée. Ouais. Et puis, in fine, la société civile se dit, bon, bah, gardez le bazar, nous, on a autre chose à faire. Stéphane, tu vois ça comment ? Moi j'ai mis le doigt dedans à un moment donné où j'ai fait demi-tour instantanément parce qu'en fait, sans être provocateur, la France n'est absolument pas gouvernée ni par la société civile ni par la classe politique. Elle est gouvernée par la fonction publique et la haute fonction publique. Il n'y a pas de jugement de valeur. Les Français ont les meilleurs grands fonctionnaires ou hauts fonctionnaires du monde. Mais de toute façon, que vous soyez de gauche, de droite, En Marche, etc., ils ne changent pas. Les grandes directions restent les mêmes. Et en fait, quand tu fais de la politique, alors je ne parle pas évidemment des très grands postes, mais ce dont parle Nicolas est très très juste. Tu as affaire finalement à ce qui, quelque part, est aussi le socle d'une certaine solidité de notre pays, une certaine stabilité de notre pays aussi repose sur ça. Mais c'est des grands corps d'État, en fait. L'État profond, disait l'autre, hein, le deep state. Tu sais, Stéphane, je donne un exemple pour être un peu caricatural. C'est comme si dans une entreprise, alors je ne parle pas d'une petite comme la mienne, mais dans une grosse boîte, en fait, la boîte était gérée par le comité social et économique ou par le syndicat majoritaire des salariés. Ça n'enlèverait rien à la qualité des salariés. Mais autant te dire que vu qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, ça n'avancerait jamais. Et la capacité de l'entrepreneur, c'est de prendre des décisions. Prendre une décision, c'est anticiper et prendre un risque. Ce que ne peut pas faire une fonction publique. Donc les hommes politiques, ils sont devenus ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Donc en effet, on récupère les plus malins pour faire de la politique, pas pour gouverner. Alors, il reste 3 petits sujets là et on va vite. Non, ça va, on a 10 minutes, c'est bien. D'ailleurs, rapidement ça, parce que moi c'est ma marotte, celle aussi d'Aziz, puisque ça a été un de tes métiers à un moment. Alors, non pas travailleur de plateforme, mais VTC, tu étais VTC avant que ça s'appelle VTC, voilà, on va le dire comme ça. Donc, il s'est passé quelque chose, vote donc de 123 593 inscrits. Travailleurs des plateformes d'un côté, ils sont à peu près 85 000, VTC de l'autre côté, ils sont à peu près 35 000. 3 088 votes pour élire leurs représentants, donc sur ces 123 593, c'est effectivement très très faible. Est-ce que néanmoins c'est le début de quelque chose ? Je vais te poser la question, Aziz, juste pour préciser que quand même dans ce peu de votes, 3 000 votes, les syndicats classiques sont battus. C'est-à-dire la Fédération nationale des auto-entrepreneurs est la première organisation maintenant du secteur des livreurs, juste devant la CGT, et puis l'association des VTC de France, donc indépendante des syndicats classiques, est aussi la première organisation maintenant côté chauffeurs, et c'est eux qui vont discuter avec la nouvelle instance chargée d'essayer de trouver une sorte de sécurité juridique autour de ces nouveaux métiers. Comment est-ce que tu regardes ça, Aziz ? Je regarde ça, je fais le parallèle avec le monde politique, en fait. C'est qu'on a des grandes maisons syndicales, on l'a vu en politique, au PS, l'UMP, LR, etc., qui se sont effondrés parce que leur modèle, parce que leur proximité, parce que le service rendu, met tout ce que tu veux là-dedans, les bénéficiaires, les électeurs, la cible ne se reconnaissaient pas tant
à l'intérieur. Donc on a des petites structures qui sont en train de se monter, très agiles, avec des discours très opérationnels. Exactement. Et qui sont en train de faire le boulot qui n'a pas été fait en fait. Ouais. Et c'est valable, et je fais mon mea culpa parce que je suis à la direction du MEDEF, c'est qu'on a une vraie difficulté. Il y a un conservatisme sur le sujet, une vraie difficulté à se mettre à la hauteur et à l'écoute. On le fait tous les jours dans nos boîtes vis-à-vis de nos clients. On n'est pas capable de le faire, ou très mal, vis-à-vis de ces entreprises qu'on doit défendre et ou pour lesquelles on doit être là. Et donc, il y a un décalage. Et ça, c'est symptomatique, à mon avis, de ce qui va arriver dans beaucoup d'autres domaines, côté salarial comme côté patron. Ah, super intéressant. Et en même temps, ça va tellement vite. On a commencé en parlant des transformations, de la digitalisation, tout ça. Tout à fait. Voilà, ça va tellement vite que c'est compliqué aussi pour vous de suivre le rythme. Mais tu comprends que la CGT, toute CGT qu'elle soit, elle ne soit pas outillée pour essayer de parler aux travailleurs des plateformes, quoi, aux gars qui sont à vélo. Mais c'est un mindset total. C'est une vision, c'est une organisation. On n'a plus le militantisme côté salarié comme côté patronal. Pour l'avoir fait, tu vas voir un gars, tu lui dis, ça t'intéresse d'adhérer? La réponse, entrepreneur, homme, femme, mais c'est quoi mon intérêt? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? En fait, on est passé d'un militantisme à une sorte de prestation de service. Les syndicats doivent devenir des prestataires de services. Je vais te défendre, bien sûr, mais qu'est-ce que je peux t'apporter? Concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et ça, le discours, je pense que ces petites associations, ces petites organisations, elles savent très bien le faire. Les grandes ont un petit peu oublié. Il faut mettre la grande réforme que j'ai défendue du temps de nous citoyens. Il n'y a pas d'autre système pour renverser le système et le syndicalisme en France aujourd'hui. Il faut arrêter de financer nos syndicats. Il faut mettre en place le chèque auprès des salariés. Vous êtes élu chaque année, vous donnez un chèque au salarié et c'est lui qui décide de donner son chèque au syndicat qu'il souhaite. Et là, je peux vous garantir que ça va remettre en cause tous les syndicats. Ça va permettre à plein de syndicats agiles de se créer, d'innover, d'améliorer leur offre pour mieux correspondre. Mais tant qu'on continuera avec l'argent public de financer les syndicats tel qu'on le fait, on aura ce système-là avec 3000 votants sur 128 000. Tu sais, c'est le chèque syndical qu'il faut mettre en place. La modernisation du... Non, mais juste, je tiens à dire que c'est pas iconoclaste. Jacques Chanu, le formidable Jacques Chanu, mais il ne veut pas venir autour de cette table, il a encore des responsabilités, donc il a peur de ce qu'il pourrait dire. Mais je pense qu'il viendra un jour. Donc, ancien patron de la Fédération française du bâtiment, c'est exactement, il dit, c'est la clé de tout, il est parfaitement d'accord avec toi. Le financement public, c'est la clé de la désespérance syndicale, on va le dire comme ça. Vas-y Stéphane. Non, juste pour ajouter que c'est la clé évidemment le financement public, mais surtout ce que disait Aziz est extrêmement juste, c'est que de toute façon les syndicats historiquement étaient des prestataires de services. Entreprise par entreprise, ils étaient là à des époques où il fallait en fait accompagner, améliorer la vie de tel ou tel salarié dans tel ou tel secteur d'activité, et très vite, parce que c'est comme ça, ça a été idéologisé. Et donc en fait que le financement public dans un système vertueux qu'il aurait dû être depuis 130 ans, aurait pu rester vertueux, c'est juste qu'en fait l'idéologie s'en est mêlée et qu'en fait maintenant c'est devenu les uns contre les autres avec l'argent public. C'est là qu'il faut changer. C'est pas forcément tout est la faute de l'argent public, c'est que l'argent public ne sert pas la bonne cause. Ascenseur social, donc Aziz, là encore, c'est toi qui vas finir l'émission de toute façon. Bouquin écrit il y a combien de temps, l'ascenseur social et KCG Prix Escalier? Cette œuvre majeure de la littérature française est parue en 2005. 2005. Alors, intéressant, je vais vite parce que je veux qu'on parle aussi intéressant, le déterminisme social. Alors, il est là, oui et non, c'est ça qui est là. Les enfants de familles riches ont 3 fois plus de chances d'être dans les 20% les plus riches une fois adultes. Ok, 3 fois plus de chances que les enfants de familles pauvres. Mais 12% des jeunes adultes issus des familles modestes ont réussi à rejoindre le groupe des 20% les plus aisés de leur classe d'âge, et 15% des enfants riches, parce que ça va dans les deux sens, ont fait le chemin inverse. Ce que dit l'INSEE, c'est qu'en fait, cet ascenseur social n'est pas bloqué. Vous verrez les titres de presse très alarmistes, etc. C'est pas du tout, en fait, la conclusion des gars de l'INSEE. C'est que il y a encore du mouvement. Sans doute pas assez, mais qu'il y a encore du mouvement. Voilà le truc. Un petit mouvement. Il y a un petit mouvement. Il faut être patient. L'OCDE dit qu'il faut 6 générations pour passer d'une classe sociale à une autre en France. Il y a plusieurs études. L'Institut Montaigne avait fait en son temps un excellent rapport sur le sujet. Ça s'améliore, Dieu merci. Mais c'est encore à comparer avec quelques pays européens. Moi, je me souviens du booster. Alors là, si on parle d'ascenseur, il y a le booster roumain. Il faut 3 générations en Roumanie pour passer une classe sociale. Mais oui, mais c'est une économie en plein boom, en développement à cette époque-là. Voilà, alors, on y arrive. Oui, on y arrive. C'est lié à la croissance. C'est lié à la croissance. On y arrive. C'est lié à la croissance. C'est lié aussi
à d'autres paramètres liés à la scolarité, liés à la qualité de la scolarité. L'égalité des chances est une réalité. Donc il y a d'autres paramètres, mais l'une, effectivement, la clé, c'est la croissance. Quand tu as un pays en croissance, l'égalité des chances. Et là, par exemple, pour reboucler avec le premier sujet, quand on atteint une courbe d'emploi comme ça, le sujet des discriminations, il va vite s'écrémer parce que là, on a besoin de gars. Hein. Et d'ailleurs, cette égalité des chances, dit l'INSEE, est beaucoup plus forte en Ile-de-France que ailleurs. Voilà, parce que les opportunités sont beaucoup plus fortes. Voilà, beaucoup plus fortes en Ile-de-France. Vous avez un mot là-dessus, les gars, court? Non, enfin très court. En tout cas, moi, je prends ces chiffres avec un côté effectivement extrêmement positif. On a un système aujourd'hui qui permet justement à des profils les plus modestes, on le voit d'ailleurs dans la politique de l'enseignement national, qui permet aujourd'hui à des jeunes issus de quartiers difficiles d'intégrer les plus grandes écoles pour justement tirer tout le monde vers le haut. N'oublions pas la ruralité, hein, parce que c'est les milieux modestes, donc on pense en banlieue, il ne faut pas oublier... Non, mais c'est eux qui sont, ils sont dans la NAS, en fait. Voilà, les modestes ruraux, ils sont dans la NAS. En tout cas, c'est très encourageant, et c'est vrai qu'il faut favoriser ce système, et on a une responsabilité, je trouve, en tant que chef d'entreprise. On en parlait tout à l'heure avec le petit jeune que tu m'as présenté. Il faut aller aider ces jeunes qui viennent à droite et à gauche. Bon, ben justement, alors, voilà. 1 minute. Quartier d'affaires. Tiens, on va voir le tweet que tu as posté, Aziz. C'est quoi quartier d'affaires? Qu'est-ce que tu veux lancer avec ça? C'est un appel que tu lances d'ailleurs aux entrepreneurs. Très rapidement, ces dernières années, on a beaucoup sensibilisé beaucoup de politiques publiques, parapubliques, des grands groupes qui se sont activés sur la création d'entreprises en banlieue, sensibiliser, accompagnement, grosso modo la sphère, le segment amorçage. Le parent pauvre de tout ça, ça a été toutes ces boîtes. L'INSEE nous dit qu'il y a 54 000 entreprises de plus de 1 salarié qui sont installées dans ces 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Des entreprises qui ont 1, 5, 10, 50, 100. Il y a 700 ETI implantés, 700 ETI implantés dans ces quartiers politiques de la ville. Et la question, c'est une question qui se pose à la fois pour ces entreprises qui sont dans ces QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais aussi d'une manière générale, c'est la question de la croissance. Comment je fais pour aider une entreprise qui a 1 salarié à passer à 5, celle qui en a 50 à passer à 100? Donc, on est les chefs d'entreprise, on sait, on prend le compte d'exploitation, côté chiffre d'affaires, côté charges. Comment je les aide à avoir un petit peu plus de chiffres? Les appels d'offres publics, où on dit qu'on a très peu de TPE, PME, c'est un métier, ça s'apprend, il faut savoir répondre aux appels d'offres, les sélectionner, le cahier technique, le cahier des charges, bref. Le référencement auprès des grands groupes, je suis une TPE, une PME, j'ai 50 gars, je veux travailler avec BNP, L'Oréal, Air Liquide, compliqué, les process, quel sentier. Et donc l'idée c'est quoi? C'est des chefs d'entreprise qui aient l'expérience de tout ce que tu viens de décrire? Alors, moi et qui aillent donner un coup de main dans ces quartiers prioritaires de la ville. Je dois être la seule association de France qui ne vais pas demander d'argent à qui que ce soit, je veux des compétences. Ouais, voilà. Je lance un appel à tous ces grands groupes, le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences est un outil extraordinaire. Il y a 60% du salaire plus des charges du salarié qui veut bien faire du mécénat qui est pris en charge en réduction d'impôts. Et ce mécène va accompagner l'entreprise à l'aider à répondre aux appels d'offres, à se faire référencer, des directeurs d'achat, les services achats. Et donc dans ces quartiers prioritaires de la ville. D'abord. Et pourquoi? Parce qu'une entreprise qui se développe, bien sûr. Elle recrute. C'est plus d'égalité des chances dans ces quartiers qui en manquent. Elle va donner un petit peu d'argent à l'association, le club de foot, elle va payer plus de revenus. Voilà. Et l'émergence de ces territoires pauvres, alors c'est la palisse, une palissade, c'est qu'on ne sort pas. On ne sort de la pauvreté que par la richesse qu'en s'enrichissant. Donc il faut aider ces territoires. Et l'un des leviers, ce sont ces entreprises qui sont là. L'entrepreneuriat, c'est bien. La croissance des entreprises qui existent, c'est bien aussi. Nickel. Merci Aziz. Merci Nicolas. Merci Stéphane. Et demain, Aurélie Planex. Et on se retrouve lundi, évidemment.